Bonjour Jérémy, Salut Johan, tu vas bien? ça va et toi? Ça va. Jérémy, tu es product manager chez Do You Buzz, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter Do You Buzz pour les gens qui ne connaissent pas encore cette société? Alors, Doodlebuzz, c'est une boîte qui a été créée il y a 10 ans cette année et qui aide les gens à créer un bon CV, notamment grâce à un éditeur de CV en ligne qui facilite la rédaction, la mise en page et l'utilisation de ces CV. Voilà, donc on a une activité grand public pour Oui. les particuliers qui veulent créer leur CV et aussi on a une activité pour les entreprises de conseil pour les aider à gagner plus d'affaires, notamment grâce à une gestion de leur CV Tech plus intelligente et réactive que ce qu'ils ont généralement aujourd'hui. Ok. Quand tu dis entreprise de conseil, tu peux nous donner un exemple un peu? C'est principalement il y a des SS2I ou des boîtes de consulting dont le métier est en fait de proposer les compétences de leurs consultants au sein d'autres entreprises. D'accord. Et donc ils utilisent votre produit pour mieux gérer un petit peu les ressources qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent placer chez les clients. Voilà, c'est ça. Quand ils ont un client qui a un besoin, l'idée c'est qu'ils accèdent à un moteur de recherche, ils tapent et ils trouvent très vite les CV qui sont à jour Mhm. de leurs consultants et qui peuvent envoyer en quelques minutes à leurs clients, là où d'habitude, vu qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur les CV des consultants, on ne sait jamais lequel est vraiment à jour. Le consultant lui-même n'a pas toujours la visibilité sur qu'est-ce qui est écrit sur son CV, etc. Donc ça peut causer pas mal de soucis. Donc voilà, donc on les aide là-dedans. Ok. Est-ce que pour nous donner une petite idée, que ce soit chez le grand public ou chez les pros, tu peux nous donner un petit peu une idée du volume d'utilisateurs que ça représente et puis des différents, on va dire, sous-produits qu'il peut y avoir. Il va y avoir l'appli web, l'appli mobile peut-être ou non. Alors en fait, on a un cœur qui est un peu l'éditeur de CV, donc qui est le même, on va dire, sur les deux activités, sur la partie B2C et sur la partie B2B. Et après, sur la partie B2C, on a eu depuis le début de YouBuzz plus d'1 million d'inscrits, on doit être à 1,3 million là, comme D'accord. ça. Après, en utilisateur actif, c'est différent parce que l'activité sur un CV, elle est très ponctuelle au fil du temps. Donc, on a des utilisateurs qui s'inscrivent, qui font leur CV, et ils trouvent un job, et ils reviennent 2 ans plus tard, ils reviennent 3 ans plus tard. D'accord. Donc la notion d'utilisateur actif, on l'évalue, elle est un peu difficile à évaluer de notre côté, donc on évalue entre 300 et 500 000 des utilisateurs qui se servent vraiment de YouBuzz, D'accord. sachant qu'il y a aussi un usage pour les personnes qui sont tout simplement en poste et qui veulent travailler leur image. Ok. Et donc on voit un peu tous ces usages-là. Et sur la partie B2B, alors là c'est un des volumes assez différents parce que c'est le nombre de consultants qui sont gérés par les entreprises, donc généralement c'est des volumes beaucoup plus faibles. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de toi maintenant? Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu as eu comme parcours, comme expérience pro, au niveau pro, mais aussi au niveau académique? Et puis les choses qui sont, on va dire, percutantes par rapport à ton métier aujourd'hui de product manager. Ok, ça marche. Alors moi déjà mon parcours, quand je regarde un petit peu, j'ai l'impression que j'ai fait plein de projets. D'accord. Déjà au lycée, je faisais des projets avec des copains, Ouais. que ce soit monter des sites, faire des courts-métrages, des documentaires vidéo, et plein de sites, beaucoup de sites. Et puis après, au niveau universitaire, au cours des études, alors à la fois au sein des études, parce qu'on avait des projets d'études, ou des trucs plus perso aussi, j'ai continué de faire des projets avec des copains, généralement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est encore maintenant, ça m'arrive de monter des petits projets pour, un peu comme toi tu fais ici, Mhm. parce que ça me plaît, quoi. Et alors après, au niveau universitaire, au niveau formation, moi j'ai fait une formation qui a commencé, c'était DUT Services et Réseaux de Communication, donc c'est un IUT en 2 ans. D'accord. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est très pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on faisait à la fois du développement web, multimédia, on faisait de la vidéo, on faisait de la communication, on faisait du marketing, on faisait un peu de publicité aussi, donc c'était très, très varié. Et après, j'ai continué aussi dans des études qui étaient aussi très pluridisciplinaires. Et du coup, à l'IUT, nous, on avait une espèce de blague entre nous on se disait, en fait, on est multi-incompétents. C'est-à-dire qu'on sait faire plein de choses sur plein de domaines différents, mais on se sentait expert en rien. Et c'était perçu comme une faiblesse à ce moment-là. Et avec le recul, en final, non, au contraire, c'était vraiment une force. Parce que ça permet d'avoir un panel très large, de comprendre plein de choses, et du coup
d'être amené à bosser avec plein de gens différents pour résoudre des problèmes assez globaux, on va dire. Et donc du coup, moi j'ai l'impression que c'est à la fois le côté pluridisciplinaire et le côté d'avoir fait plein de projets qui m'a aidé moi aujourd'hui à faire ce que je fais aujourd'hui et à être, je pense, compétent dans ce métier. Ok, très bien. Et du coup, par rapport à l'agilité, c'est souvent une des thématiques qui revient un peu dans le parcours des gens. Soit c'est quelque chose qui est venu un peu en formation complémentaire, en autodidacte, au fil du temps, le fait d'avoir essayé d'autres méthodes au centre du travail et puis finalement d'arriver là-dessus, ou juste parce que c'est un peu un état de fait aujourd'hui. C'est vrai quand on a commencé à du buzz, on n'avait pas forcément de méthode d'orga précise, on faisait un peu à l'ancienne, je pense. Et puis au fil du temps, on s'est rendu compte des problèmes que ça causait et donc on s'est dit quelles sont les solutions à l'état de l'art actuel sur le sujet et forcément l'agilité est venue sur ce sujet-là. Donc ça a été en autodidacte, à bouquiner, à aller voir des conférences, à regarder des articles et puis là plus récemment aussi on se fait aussi coacher sur le sujet parce que je trouve que ça apporte beaucoup plus de valeur que de le faire tout seul et on est plus efficace aussi. Ok, très bien. Et du coup, Do You Buzz, ça existe depuis quand? Et toi, tu y travailles depuis le début, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça existe depuis 2007. D'accord. La société a été créée en 2007 et moi j'ai commencé en 2007 aussi et le produit en 2008. Ok. Et vous faites quelque chose alors pour les 10 ans? Ouais, on va voir si on peut. D'accord, ça marche. C'est un teasing. Très bien. Et du coup, justement, en parlant d'agilité, le fait que vous êtes coaché désormais, est-ce que tu peux un peu nous décrire votre façon de travailler aujourd'hui, votre organisation, à partir de l'expression de besoin? J'imagine que c'est complexe parce que, comme tu l'as expliqué avant, il y a des utilisateurs qui reviennent, mais ils viennent une fois tous les 1 an, 2 ans, Ouais. ou à chaque fois qu'ils ont besoin de remettre à jour leur CV. Vous avez aussi une part d'utilisateurs pro qui ont des besoins très spécifiques et probablement qui sont durs à consolider, à rendre tout le monde heureux. Comment vous faites déjà pour, on va dire, consolider l'expression de besoin et puis au fur et à mesure des étapes pour livrer, mettre en prod, suivre et éventuellement prendre des décisions par rapport au cycle de vie d'une feature? Ouais. Alors déjà nous c'est l'année dernière en 2016 on s'est vachement restructuré autour de ce qu'on appelle l'écoute client. Donc on a l'écoute client, c'est tout simplement, écoute client, écoute marché on va dire. C'est comprendre les problèmes et les besoins des clients ou des utilisateurs potentiels. Donc déjà ça se fait au niveau commercial. Donc la personne qui est commerciale chez nous pour les produits B2B, elle est en conversation constante avec les clients donc, et elle fait un travail de découverte des problèmes et elle creuse les problèmes avec les clients. Donc là on a déjà énormément d'input par ce biais-là. Et on a aussi un travail d'écoute client au niveau B2C. Et donc là, c'est tout simplement appeler des gens, poser des questions, comprendre leurs problèmes, et essayer de sous-diviser, on va dire, les problèmes en. Alors, on n'a pas forcément en segment démographique, mais en catégories de problèmes en fait. Et souvent, les catégories de problèmes dépendent de la situation des gens. Par exemple, quand on est en recherche d'emploi. Il y a plein de déclencheurs en fait. On peut être en recherche d'emploi, parce qu'on en a marre, et donc en fait on en a marre de son job actuel, donc il y a une petite maturation alors qu'on est dans son poste. D'accord. Et la notion de CV, quand est-ce qu'elle arrive en fait dans cette réflexion chez ces gens-là. Donc c'est essayer de comprendre un petit peu tous ces déclencheurs-là. Et les gens n'ont pas forcément besoin du même CV en fonction de là où ils en sont dans leur vie perso. Donc c'est essayer de trouver, en fonction des différentes situations des gens, quel est le meilleur produit et le meilleur message qui répond aux besoins des gens. Donc là, c'est beaucoup de questionnaires, c'est beaucoup de quali. Et après, c'est tout simplement, à partir de ces problèmes-là, essayer d'identifier les solutions qui en découlent. Avec le problème bien connu que les gens ont tendance à exprimer des solutions sans que ce soit leur boulot. Mais c'est normal, c'est humain. Et donc là, tout le travail consiste à décortiquer, à faire une analyse des causes racines du problème pour essayer de voir quels sont les éléments qui vont créer ce problème-là pour eux. Et après, on travaille pour trouver la meilleure solution. Alors tu parlais, je te coupe, mais tu parlais d'appels. C'est des gens que vous prenez en mode aléatoire ou non? Vous les appelez parce qu'ils correspondent à un certain match de critères. Est-ce que vous avez aussi du support? Bien sûr. Alors pour moi, le support c'est une fonction d'écoute client. D'accord. Ça en fait partie parce que les gens nous contactent parce qu'ils ont un problème.
que ce soit avec l'outil ou que ce soit dans leur vie, ils ont envie de faire un truc que DoYouBuzz, ils pensent que DoYouBuzz peut les aider et puis on les aide pas. Donc là, si on prend le feedback à ce moment-là, et nous, la personne qui est chargée du support, et c'est aussi la personne qui fait les appels. Et du coup, qui est en train de creuser ces questions-là. Donc en fait, nous, on a un backlog écoute client. Okay. Et on se dit, c'est quoi les questions auxquelles on veut répondre en ce moment. Et la réponse vient soit de conversation, soit ça peut être de l'analytics aussi. On va fouiller des données et on va voir comment les gens utilisent le produit, par exemple. Et quand vous fouillez les données, vous partez d'une hypothèse ou c'est aussi une des fonctions qui est prise en charge par quelqu'un et qui fait, on va dire, des requêtes un peu pas au hasard, mais qui essaie de voir s'il y a des patterns, etc. On ne peut pas s'empêcher de faire des hypothèses, ça c'est sûr. C'est l'intuition l'intuition est importante quand même pour essayer de comprendre des problèmes. Donc oui, évidemment, on dresse des hypothèses et on se dit tiens, ils ont peut-être ce comportement-là parce que les gens qui font qui ont ce type de parcours dans le produit, c'est peut-être ils ont un point commun. Et donc là, on essaye de vérifier quel est ce point commun. D'accord. Donc la difficulté étant tout le temps de pas trop orienter les questionnaires pour laisser la place à la découverte de nouvelles données qu'on n'a pas. Ok. Et voilà. Et donc une fois en gros qu'on a identifié un besoin et identifié une solution, après là il y a une espèce une partie de conception qui est assez classique, on va dire, pour trouver les meilleures solutions pour ça. Et après, il y a une question de priorisation et une question de mise en œuvre, de développement, qui n'a rien d'extraordinaire, qui je pense est assez classique, donc je ne sais pas si je vais apporter beaucoup d'infos là-dessus. Eh ben si, justement, la partie conception, justement, est-ce que vous allez jusqu'au prototypage, est-ce que vous faites des choses comme ça, et surtout, si c'est le cas, est-ce que vous les montrez à, on va dire, un panel d'utilisateurs ou des bêta-testeurs ou des gens avec qui vous avez l'habitude de tester ces choses-là, ou non, vous le mettez en prod et puis ensuite là vous voyez en fonction des résultats et des KPI que vous êtes fixés? Ça dépend. Quand on a tendance à faire, on a fait quelques bêta-tests avant mise en prod, avec des user testing sessions, et c'est plus long à organiser que de réaliser directement. Et du coup, c'est sur les sujets un peu sensibles. Quand on change complètement l'interface, là, on essaye de faire ça. Et c'est quelque chose qu'on a envie de faire de plus en plus. Et un peu d'automatiser cette partie-là, que ça devienne une étape quasiment courante. Malheureusement, ça demande quand même beaucoup d'efforts encore aujourd'hui. Et du coup, on a tendance à délivrer avant test. Okay. Voilà. Et à apprendre aussi des choses qu'on a une fois qu'on les a mis en prod. Tu parles d'étapes courantes, du coup vous avez des sprints de quelle durée à peu près, ou vous réalisez tous les combien, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un cascading? Est-ce que vous avez plusieurs niveaux de prod, pré-prod? Alors on a ce qu'on appelle une version bêta, nous, qu'on peut aller tester quand on veut, qui correspond généralement au dev en cours. Et on a un cycle de release à peu près hebdo. Tous les mardis ou mercredis, on met en prod. Alors c'est un peu des sprints, mais pas tout à fait. On a une espèce de truc hybride entre Scrum et Kanban là-dessus. D'accord. Tu vois que c'est intéressant. Comment ? Tu vois que c'est intéressant avec ta porte de l'eau. Alors justement, pourquoi ce mix entre Scrum et Kanban et globalement, de quoi s'agit-il? En fait, tout simplement, nous on se cale le lundi matin, comme beaucoup de boîtes, je pense, sur qu'est-ce qu'on va faire cette semaine. Et par contre, cependant, on n'a pas un périmètre fixe sur le sprint. On se dit pas à la fin de la semaine on aura fait toutes ces choses-là. On est un peu plus libre là-dessus, et parce que les priorités peuvent changer très vite. Donc du coup, même de caler une priorité sur une semaine ou deux, c'est des fois un peu trop long pour nous. D'accord. Donc du coup, on a des changements de priorité. La règle étant toujours, une fois que le travail est commencé, on fait au mieux pour le finir. Donc pour pas perturber et perdre du temps et accumuler du stock de features non délivrées. Et du coup, tu parlais du backlog avec, on va dire, le backlog écoute client. Tout ça, vous l'avez outillé? Ça reste très manuel? C'est un Trello. Le backlog écoute client, c'est un Trello qui nous va bien pour l'instant. Voilà.
Et du coup, vous avez Et fait des... sinon, sur la partie dev, nous, le backlog dev, on est sur Jira. Jira, ok, très Ouais. bien. Et du coup, après, j'imagine que vous avez... donc toi, tu prépares l'ensemble des livrables qui vont être, on va dire, transmis à l'équipe de dev ou à l'équipe de production, même si potentiellement tu peux être amené à en faire aussi. Comment ça se passe en termes de livrables? Est-ce que pour chaque feature, tu as le même package à peu près, ou non, ça varie d'une feature à l'autre? Est-ce que parfois tu fais tout pour un épique entier, ou des fois tu fais juste une seule user story? Comment, globalement, qu'est-ce que tu livres déjà? Et puis, est-ce que tu as différents niveaux hiérarchiques en fonction de la taille de ce qu'est à produire et à livrer? Alors effectivement, on a plusieurs niveaux hiérarchiques. On a des épiques, des stories et des tâches techniques. D'accord. Et leur découpage dépend un petit peu, enfin dépend de la grosseur. C'est-à-dire quand on a une idée sur une fonctionnalité et qui est plutôt en bas de backlog, bah c'est une story parce que on n'a pas encore creusé le sujet. Et plus elle remonte en haut de backlog, plus on creuse la conception, plus on se dit bah au final tiens c'est pas une story, ce truc là c'est une épique qu'on subdivise en story, Ok. qui sont un peu des unités fonctionnelles testables. Ouais. Et après, une fois qu'une story est un peu validée, donc là, la conception, généralement, enfin, ça dépend vraiment de la complexité de la chose. Si c'est quelque chose d'assez complexe, qui est assez intriqué, on va essayer de spécifier toutes les stories. Mais si c'est des stories assez indépendantes les unes des autres, on peut spécifier story par story. C'est pas, là, il n'y a pas de règle particulière. D'accord. Et quand tu Et parles de... souvent, ça, Oui, ouais, vas-y. non, et souvent, ce qui est, enfin voilà, on a besoin d'une story parce qu'on fait quelque chose dedans, mais ça a un impact sur une autre partie. Hmm. Donc là, on fait la conception un petit peu globale, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Et des fois, c'est vraiment circoncis à juste une story, donc là, on s'occupe que de ça. Et après, une fois que la story est définie, là, c'est les développeurs qui le découpent en tâches techniques, qui correspond plus à leur travail à eux et à leur contexte à eux, en fait, on va dire. D'accord. Moi, j'ai une visibilité story, eux ont une visibilité tâche technique. D'accord. Et du coup, tu vas jusqu'à la rédaction des tests d'acceptance ou carrément des tests de comportement? Non. D'accord. Là, on n'est pas là-dessus. On était parti là-dessus à un moment. Et on en est un petit peu revenu. Ouais. Donc là, pour l'instant, on est un peu en stand-by. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a du test fonctionnel qui arrive sur les tâches majeures D'accord. que font les développeurs. Et ça ne nous cause pas trop de soucis pour l'instant. Donc, Ok. voilà. Et alors, moi, je suis utilisateur du produit, c'est pas le cas pour toutes les vidéos. Du coup, il y a pas mal de paramètres dans un profil, il y a pas mal de choses qu'on peut combiner ou non. Ça fait beaucoup de cas à gérer. Est-ce que vous avez automatisé tout ça ou non, vous avez un process assez routinier pour faire les choses? Sur les cas, les différentes configurations d'utilisateurs Complètement. alors justement, ça fait partie des tests fonctionnels qui permettent de gérer ces différents cas. Alors pas dans 100% des cas, mais généralement on a un produit, enfin on arrive à exposer assez facilement les différents cas d'utilisation. Ok. Du coup, au niveau de la vision produit, vous êtes une équipe de combien de personnes à Buzz Et là on est 9. D'accord, ok. Et du coup, j'imagine que c'est plus simple que dans d'autres structures où finalement il faut être raccord avec le board, avec les investisseurs, avec les tendances du marché, avec la concurrence, etc. Vous avez un produit assez spécifique aussi. Comment vous faites pour vous projeter dans la vision produit? Est-ce que vous y allez tous ensemble? Est-ce que c'est une personne qui la donne? Est-ce que c'est principalement les utilisateurs? Comment vous gérez ça aujourd'hui? Très bonne question. C'est un peu tout ça. Idéalement, il y a des responsables, il y a des redevabilités sur ce sujet-là. Donc il y a une personne qui est un peu responsable de définir la stratégie, mais qui est aussi très influencée par tout ce qu'elle entend, à la fois en interne et en externe. Donc on essaye de concilier tout ça. Donc la vision, à la fin, il y a la vision vraiment entreprise qui est quel est le monde tel qu'on aimerait le voir. Ouais. Et donc là, la vision quasiment irréalisable, et un peu utopique, mais qui nous donne envie. Et après, voilà, les étapes successives pour y arriver et comment le produit aide pour y parvenir. Donc ça, là, c'est le boulot de la stratégie. Donc c'est principalement Ludo, le CEO, et moi aussi un petit peu. Mais qui est aussi extrêmement influencé par tout ce que tout le monde lui apporte en fait. Ok. Et du coup, comment ça s'articule par rapport à vos points hebdo où vous dites, bon ben voilà, cette semaine on va principalement travailler là-dessus. Vous divisez en gros votre vision globale en trimestre, année,
à 5 ans, ou alors non, vous voyez chaque semaine quelque chose qui colle plus ou moins avec cette vision à long terme. Alors déjà, la vision à long terme évolue régulièrement. C'est D'accord. pas un truc, un monobloc voilà, c'est une vision qui évolue. Enfin, comme parce que tu as des nouveaux inputs qui arrivent, tu as de nouvelles réflexions, donc ça c'est un truc qui s'actualise. Alors il n'y a pas un document officiel qui dit maintenant c'est notre vérité, c'est notre vision officielle, mais c'est plus enfin, c'est une vision un peu qui flotte dans l'air et qui est là. Et, euh, et derrière, moi je dirais plus, c'est vraiment des objectifs 3-6 mois, et derrière on a cette vision un petit peu long terme, et on a quand même une idée de où on va parvenir, mais on sait très bien que ça va bouger en cours de route. Ok. Donc du coup, c'est un peu comme un backlog, quoi. Le backlog, ça sert à rien de spécifier à fond ce qui est en bas de backlog, parce que déjà on sait jamais si on va vraiment le faire, et on sait que ça peut bouger. Donc autant ne pas perdre de l'énergie là-dessus. Ok. Et du coup, au niveau de, on va dire, votre intégration des méthodes globalement agiles à Do You Buzz, vous êtes parti de quelque chose qui n'était pas beaucoup, hein, ce que tu me disais, et finalement vous y êtes de plus en plus et vous avez aussi créé votre propre méthode en mixant un peu Scrum et Kanban. Est-ce que finalement c'est pas ça l'agilité et de faire un petit peu ce qu'on veut au sein du manifeste, du carcan, des règles et des choses qui sont écrites, et puis finalement de trouver sa propre voie, ce qui vous permet d'être le plus productif, ou alors non, finalement vous avez essayé une façon, vous avez fait essayer une autre, vous essayez encore une troisième, et peut-être que c'est ça qui va finir par être la nouvelle doctrine. C'est vrai que dans les méthodes, enfin un problème moi, qu'on a eu, je pense, c'est qu'on livre une espèce de framework, en tout cas, et on se rend pas forcément bien compte de l'utilité des différentes composantes de ce framework. Et donc si on retire un bout, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on met à la place pour résoudre les problèmes que ça va générer. Et, et c'est ça, je trouve, qui est utile quand on veut faire évoluer la méthode, c'est avoir une bonne compréhension de ces différents éléments, de ce que ça apporte et de ce que ça peut être comme ce que ça peut apporter comme bénéfice, mais comme perturbation aussi. C'est hyper important, et je trouve, nous en tout cas on a eu pas mal de difficultés à bien décomposer les composants et à comprendre leur utilité. Et donc ça nous est arrivé des fois de retirer des trucs et de revenir quand même dessus parce que finalement c'était pas si mal. Et donc là maintenant on fait un peu plus attention quand on retire des trucs, quand on bouge des composants, à se poser la question, mais qu'est-ce que ça amenait vraiment, cette chose-là. Par exemple, le daily stand-up, nous c'est quelque chose qu'on faisait. Et puis à un moment, on a fini par se dire, tiens, c'est embêtant parce que nous, on a envie d'avoir une liberté dans nos horaires de travail. Donc ça, c'était une contrainte qu'on s'était mise, enfin une contrainte et une liberté. Mais du coup, d'avoir un point daily stand-up, alors on le faisait à 9h, 9h30, et ça interrompait forcément le travail de quelqu'un. Plutôt que de commencer, si on disait on commence la journée à 9h et à 9h05, paf, on fait le daily stand-up. Là c'est efficace, c'est le début de la journée, on se met tous dedans, etc. Mais vu qu'on n'arrive pas tous à 9h, c'était pas possible. Et donc on s'est dit, tiens, on va le faire en asynchrone. On va publier sur HipChat ou Slack le statut. Et parce que ce qu'on se disait du daily stand-up, l'intérêt c'est qu'on soit informé. C'est de l'information. Qui fait quoi, à quel moment, et si tu as un problème, tu le dis et puis on le résout. Et donc ça c'est vrai, c'est une des fonctions du stand-up, mais une autre fonction qu'on avait loupée, c'était vraiment le côté, tu me dis un truc, tu me dis que t'en es là, tu peux me dire que t'es un peu bloqué, et là moi je te donne un petit conseil, le petit truc de 2 secondes, t'as pensé à checker ça, qui va débloquer l'autre, qui va lui gagner 1 ou 2 heures dans sa journée au final. D'accord. Et alors plus le fait qu'en asynchrone, quand on rédige, on avait tendance aussi à moins poser de questions. Ça, c'est quelque chose, on a toujours vu ça. Et donc, on s'est dit, tiens, finalement, le daily stand-up, il nous est quand même vachement utile. Mais pas là où on l'attendait. On s'était dit, tiens, on veut garder de l'information, dire où j'en suis, mais c'était pas ça la plus forte valeur de la mécanique, quoi. Donc, on l'a remis en place. Et on l'a remis en place à midi. À midi. Okay. Voilà. Comme ça, c'est plutôt avant d'aller bouffer. Tout le monde bosse à ce moment-là.
généralement, et ça fait des journées un petit peu, au début ça nous posait un peu de problème, on se disait ça va pas lancer notre journée, puis au final c'est pas un problème, ça se fait bien. Donc la fonction continue d'être la même, l'intérêt aussi, mais finalement, ce qu'on croyait être une contrainte, le moment, c'en est pas une, et finalement on peut C'est complètement le ça, voilà, déplacer. exactement. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est l'utilisation de l'agilité dans l'agilité, en fait. C'est déjà une mise en avis en ça. Tout à fait. Ah bah oui, c'est ça, mais avec une bonne compréhension du système. Et ça, c'est un bon truc qu'on avait loupé, donc maintenant Ok. on fait gaffe. Et du coup, justement, vous avez eu la possibilité de voir que ça allait pas ou moins bien qu'avant. Combien de temps il faut se donner pour, on va dire, éprouver une méthode, un changement, une nouvelle façon de faire? Souvent, on se dit, tiens, on va changer, et puis au bout de 2 jours, on rechange, ou, voilà, et on ne sait pas finalement si la période a été suffisante pour tirer des conclusions. Euh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il faille se dire il y a une durée où à un moment ça c'est la bonne méthode. Je sais pas si tu connais un peu l'holacratie, un petit peu les méthodes d'organisation. Alors c'est Zappos qui a un peu popularisé ça parce qu'ils ont D'accord. mis ça en place, mais en fait c'est un truc qui existait avant. Et où eux, ils sont dans un système, alors c'est très inspiré de l'agilité, mais c'est plus au niveau organisation, enfin entreprise au global, quoi. Et eux, ils ont cette notion ils ont la notion de tension chez eux. Et une D'accord. tension, c'est un truc positif. C'est-à-dire, en fait, on a tous un boulot, on a tous défini des process dans la boîte, on a tous un rôle, on a des choses à faire, et c'est noté quelque part. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a plein de facteurs extérieurs ou même internes qui font que les process sont plus pertinents, que il y a besoin il y a besoin de faire un nouveau truc dans la boîte et Mhm. personne ne le fait. Et en fait, eux, ils ont une mécanique de gouvernance où toutes les 15 jours ou tous les mois, enfin ça dépend un petit peu, on se réunit et on se dit, tiens, par équipe, généralement, hein, pas forcément toute la boîte, et on se dit, c'est quoi mes tensions? C'est quoi les trucs que je ressens qui posent problème dans notre organisation, dans notre manière de fonctionner? Donc je décris ma tension, je dis, qu'est-ce qui va pas? En gros, qu'est-ce qui me pose problème? Et je propose une solution. Moi, je pense qu'une bonne solution pour résoudre ce problème, c'est faire ça. Donc c'est peut-être rajouter une responsabilité à quelqu'un. C'est peut-être créer une nouvelle responsabilité et ce sera à quelqu'un de la prendre. C'est peut-être me rajouter une responsabilité, c'est peut-être rajouter un nouveau process ou changer un process existant. Enfin, il y a plein de possibilités. Et en fait, eux, dans l'holacratie, juste cette mécanique, en fait, s'il n'y a pas de tension, ça veut dire que ta boîte, c'est un organisme mort. Mhm. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie, en fait. Et donc le changement, le changement des process, le changement de ton organisation, de ta méthode, est continu. Donc en fait, il y a jamais de perfection possible. La recherche de la perfection, c'est pas possible puisque la perfection n'existe pas, elle est tout le temps en train d'évoluer. Donc parce que le système évolue lui-même. En fait. D'accord. Donc se dire, on se donne 3 mois pour décider et puis après on continue là-dessus, finalement, eux, ils avancent petit à petit comme un organisme vivant qui évolue, voilà, j'ai besoin de mieux manger en ce moment, je mange mieux, et puis à un moment, j'ai envie de faire ça, je fais faire du sport, je fais du sport. Enfin, il n'y a pas de règle, voilà. Ok. La règle est qu'on évolue constamment. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y a quand même une méthode. Il y Ouais, a quand quand même même. une méthode qui est quand même hyper importante parce que si tu tues cette méthode, tu peux plus faire en sorte que l'organisme, l'écosystème entreprise continue d'évoluer. Ok. Bon. Et du coup, alors, tu nous as expliqué un petit peu comment vous êtes passé, on va dire, une méthode un peu plus traditionnelle à l'agilité avec des points très précis comme le daily stand-up. Du coup, au niveau produit, comment vous faites justement pour avoir un peu ce comportement holacratique et de se dire, tiens, on remet en cause en permanence notre façon de faire, notre façon d'être, de travailler, de faire vivre notre produit, sans pour autant changer ni trop la vision, ni trop la nature de la boîte. Qu'est-ce qui permet de ça? Est-ce que c'est l'implication de tout le monde? Est-ce que c'est l'usage du produit qui est fait? Est-ce que c'est un ensemble de choses? C'est un ensemble de choses. Oui, c'est un système, déjà une entreprise, un produit et même la vie des gens, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a plein de paramètres, il y a plein de facteurs externes, internes qui viennent l'influencer et donc c'est pour moi c'est se dire oui c'est quelque chose d'extrêmement complexe et il faut prendre tous les éléments qui viennent dedans pour
voilà, c'est la vie, quoi. Je sais pas si je réponds à ta question. Là. Si. En gros, la recette de cuisine évolue en permanence pour avoir finalement un produit qui est toujours plus ou moins le même à la fin, mais qui évolue tout le temps. Voilà, sachant que c'est vrai que changer tout le temps les choses, ça peut être fatigant. Donc faut être dans cet état d'esprit-là aussi. Et c'est pas forcément facile pour tout le monde, je pense. Okay. On a parfois envie de stabilité, d'avoir une vision, se dire bah tiens, ce truc-là ne bouge pas et ça bougera jamais. En général, il y a des trucs qui bougent très peu. Ça, faut pas dire que tout change tous les trimestres. On remet pas tout on renverse pas la table. Hein. Il y a des grands fondamentaux quand même qui évoluent très peu. Qui sont par exemple c'est les visions un petit peu long terme et grosso modo la méthode d'organisation au niveau de l'équipe bouge assez peu. C'est par petits bouts, La culture d'entreprise globalement aussi. Voilà, évidemment, ça peut pas se renverser par terre. Enfin, c'est-à-dire une culture, c'est quelque chose qui évolue avec les gens et de manière très progressive. Donc, Ok. Il y a de plus en plus de personnes avec qui on discute qui parlent de la fonction data science, data mining, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous allez essayer d'incarner au travers d'une seule personne, voire de plusieurs, ou c'est quelque chose que vous préférez avoir chacun un petit peu sous votre coupe? Vous avez quand même un jeu de données super large et super étendu à exploiter. Est-ce que c'est une prochaine étape? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà intégré? Comment vous en êtes par rapport à ça? Alors sur ce sujet, on a très tôt commencé des choses. D'accord. Donc avec des chercheurs, avec des étudiants, avec notre équipe aussi, des personnes qui sont venues bosser chez nous. Donc on sait qu'on a des choses hyper intéressantes. Il y avait même des approches assez originales qui étaient assez séduisantes, qui nous bottaient bien. Après, cependant, c'est pas encore, on n'en est pas encore. Enfin ça résout un problème qu'on n'est pas encore prêt à résoudre. Ok. On va dire par exemple, c'est plus des problèmes par exemple de Pôle emploi, d'essayer de voir sur un bassin d'emploi donné quelles sont les compétences, quelles sont les formations et quelles sont les compétences qui manquent à telle par exemple telle entreprise. Ils font de la métallurgie et on sait que ce domaine va être décroissant dans les années à venir, donc comment on peut faire en sorte de se réadapter sur des métiers d'avenir. Ok. Et donc il y a de l'analyse humaine, mais il peut aussi y avoir beaucoup d'analyse purement data. Et ça, voilà, ça c'est des choses, on sait que c'est possible. Pôle emploi le sait aussi. Hein, mais ceci dit, voilà, c'est pas encore nous on essaye finalement pour le moment on essaye de résoudre des problèmes beaucoup plus simples pour les gens, qui est comment faire un bon CV. Et c'est déjà un énorme problème. C'est déjà énorme. Voilà. Et donc déjà rien que ça. Alors il peut y avoir de la data science là-dedans. Hein. On peut y injecter, mais c'est pas pour l'instant le facteur limitant des gens. C'est pas je pense pas que ce soit la solution pour l'instant qui va les débloquer le mieux. D'accord. Et du coup aujourd'hui par rapport à ça, vous faites face à quelle grosse complexité par rapport à aujourd'hui la vision, enfin je veux dire l'impression mentale des gens sur ce que doit être un CV, ce que doit être un CV pour les recruteurs, les deux, le fait que le CV ça reste malgré tout un format qui n'a pas beaucoup évolué depuis, même si le format, le support évolue de plus en plus, finalement les grandes lignes sont toujours les mêmes. Je sais pas, peut-être que c'est encore d'autres complexités auxquelles vous devez faire ça. Quels sont vos plus gros problèmes à l'heure actuelle sur votre produit, votre métier ou la base d'utilisateurs? Alors, c'est pas forcément notre problème que celui des gens qu'on veut servir, mais du coup c'est le nôtre. Mais c'est que c'est très dur de savoir qu'en fait, il y a plein de choses différentes qu'on peut entendre sur Internet, dans les livres, sur comment faire un bon CV, et ça peut être des discours très contradictoires aussi. On voit des bouquins avec 200 conseils à appliquer pour comment faire un bon CV, ce qui est impossible à intégrer. Donc déjà, c'est un objet qui a un historique énorme, comme tu le dis, et du coup, il y a on peut avoir plein de représentations, et souvent, par exemple, il y a justement une notion un bon CV. Qu'est-ce qu'un bon CV? En fait, il y en a plein des bons CV, ça dépend de ce dont on a besoin. Ça dépend de où j'en suis dans mon travail, qu'est-ce que je veux faire, à quoi me sert ce CV. Si par exemple, je suis un développeur et tout le monde me veut,
en ce moment. Et moi, je veux juste trouver un boulot. J'ai pas des grandes aspirations philosophiques pour l'instant. Je veux trouver un boulot rapidement. Je sais que je vais pas avoir besoin de faire un CV exceptionnel. Ce qui va me servir le plus, c'est de faire un truc qui décrit ce que je sais faire, sans que ça me prenne trop la tête. Voilà, je vais pas y passer, trois plombes. Mais il faut quand même que ce soit lisible et structuré, et un truc minimal pour montrer quand même que je suis assez professionnel, mais j'ai pas besoin d'y passer des plombs. À l'inverse, si je suis dans un métier très concurrentiel, dans l'extrême inverse, et j'ai trouvé l'offre que je veux, le boulot de mes rêves, avec l'entreprise qui m'inspire au maximum, etc. Là, mon CV, va falloir déjà qu'il sorte du lot, parce que je vais postuler au même titre que 200 autres personnes. Donc je vais avoir besoin sur la forme qui se distingue, qui soit lisible, etc. Et sur le fond, je vais avoir besoin d'y mettre mon âme. Je vais avoir besoin qu'on comprenne qui je suis, quelle est ma personnalité, qu'est-ce qui me parle. Et que le recruteur comprenne ça, et que ça lui parle aussi, et qu'il fasse confiance à ce que je dise dans ce CV-là pour qu'il l'intègre et qu'il ait envie de me voir en entretien. Donc du coup, quand on voit ces deux extrêmes-là, on se dit, bah oui, effectivement, les conseils qui vont s'appliquer sont pas du tout les mêmes. Un développeur qui va lire des conseils quand ils lui disent il faut que vous parliez de votre philosophie, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, etc. Alors qu'il veut juste trouver un boulot, ça lui parle pas du tout, et c'est normal. Alors je dis développeur, mais ça peut être n'importe qui est dans cette situation le discours lui tombe à côté. Donc, et le produit qui sera proposé tombera à côté aussi. Donc la complexité, c'est d'avoir un produit qui fasse un peu les deux, c'est ça ? C'est ça, qui puisse répondre aux différents besoins des gens. Alors généralement, il y a quand même des besoins, le besoin de pouvoir sortir du lot. On a la fameuse pile du recruteur dans l'imaginaire mental. On se dit, il faut qu'il sorte du lot visuellement. Déjà, ça c'est un besoin qui est couvert par la majorité des gens déjà. Donc c'est déjà une première étape à traiter. Et après, avoir un CV qui raconte réellement qui je suis, ça c'est une autre étape. Voilà. Ok. Il y a, malgré tout, même si je suis pas dans le recrutement, ça m'arrive de voir des CV, un bon nombre. Beaucoup sont, même si je juge pas, mais sont faits assez de manière ingrate sur Word et avec des choses pas forcément super cool. Comment tu expliques le fait que les gens, malgré le nombre d'outils qui peut exister aujourd'hui, continuent de faire eux-mêmes leurs trucs sur Word avec des choix visuels qui sont pas forcément pertinents? Alors, il y a le choix de l'outil déjà, et après le visuel. Alors déjà sur le visuel, on a des gens qui sont conscients d'être incompétents. D'accord. Donc là, eux, ils savent, je suis pas bon là-dedans, faut que je trouve des gens qui l'ont fait. Et il y a les incompétents inconscients, donc qui n'ont pas conscience d'être incompétents sur le sujet du graphisme. C'est le cas de la majorité des gens sont incompétents sur le graphisme. Voilà, c'est un métier. Et donc, ça dépend. Voilà, ceux qui sont conscients d'être incompétents, eux, ils cherchent des designs déjà faits. Et il y en a plein d'autres qui essayent de tuner leur design, de rajouter des choses, mais déjà, ils y passent un temps fou. Alors, ils ont l'impression de faire quelque chose qui leur sera utile, mais ils y passent un temps fou, et c'est hyper frustrant, parce qu'au final, ce que eux peuvent apporter à leur CV, c'est le contenu. Et c'est là où ils ont des choses à dire, c'est là où il faut passer du temps. Donc là, moi, sur le besoin de faire des choses visuelles moi-même, pour moi, j'attribue ça. Voilà, est-ce que je suis conscient de mes propres limites là-dessus ? Est-ce que je fais confiance à d'autres designers pour avoir réfléchi à ce problème-là ? Et sur le problème de l'outil, alors je pense qu'il y en a déjà qui ne savent pas qu'il existe d'autres outils, tout simplement. On a remarqué quand même que une grande partie des gens qui s'inscrivent chez nous, alors il y a deux cas en fait, j'ai l'impression. L'intuition là-dessus est que plutôt les jeunes, donc les étudiants ont pris un réflexe d'application. C'est-à-dire, j'ai un problème et en face, j'ai une application qui répond forcément à ce problème-là. Et donc c'est un peu, c'est depuis quelques années, on sait que maintenant il y a un problème, il y a forcément une solution qui a déjà été développée quelque part pour y répondre mieux que ce qu'on avait avant. Et après, il y a ceux qui sont pas dans ce mode-là et qui prennent un outil générique, Word, pour le faire. Alors il y a aussi tout l'historique des conseils, c'est-à-dire que dans tous les sites, tous les conseils qu'on peut lire à droite et à gauche dans les bouquins ou sur les sites, généralement ils donnent des modèles Word qui peuvent avoir un design bien fait. Par
exemple, il y a des sites qui proposent des modèles Word où le design est bien. Mais après, ce qui va être compliqué, c'est de mettre des choses dedans. Parce que ça décale des parties, du coup, en fait, on en vient à avoir besoin de bouger les marges, de changer des trucs. Enfin, bref, à faire un travail qui n'est pas le nôtre et qui va généralement être pas super bien fait. Donc, du coup, j'ai perdu le fil là sur le. Et du coup, alors, ça, c'est sur l'outil. Auparavant, c'était sur le fait de savoir ou pas, ou reconnaître si on était compétent sur le sujet visuel. Et finalement, pourquoi on en est aujourd'hui, malgré tout, encore un peu là? Tu dis que c'est générationnel, globalement. Tu dis, en gros, ceux qui ont franchi le cap et qui disent, ouais, il y a forcément une app et je vais l'utiliser, ça va faire le job. Finalement, ils gagnent du temps et puis ils sont plus efficaces et globalement, le livrable final est OK. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas encore franchi ce cap. Est-ce que c'est compliqué de leur faire franchir ou non En fait, non, c'est assez facile. C'est ce qu'on a constaté. Enfin, pour l'instant, ce qu'on a constaté, c'est justement ceux qui sont pas. Et là, je reprends le fil que j'avais perdu tout à l'heure. On a les jeunes qui réfléchissent plutôt en app pour schématiser. Alors, il n'y a pas que les jeunes, hein, c'est ceux qui ont cet état d'esprit-là. Et on a ceux qui ont déjà eu une expérience sur Word. Ok. En fait. Et qui, à un moment, se remettent à chercher un boulot. Et qu'ils ont, dans leur tête, ils savent qu'ils cherchent un boulot. Voilà, ils se disent, tiens, je cherche un boulot, mais je suis pas encore dans une démarche très active, mais ça va venir, par exemple. Et un jour, j'entends parler d'un outil. En fait, c'est ça, dans beaucoup de parcours, c'est ça. J'entends parler d'un outil qui résout les problèmes que j'ai rencontrés sur Word, en fait. Okay. Il faut que j'en entende parler au moment où je vais bientôt amorcer ma phase de... C'est ça, où je suis dans un état conscient que je vais un jour avoir besoin de faire un CV. Et généralement, les gens passent sur de YouBuzz à ce moment-là. Okay. Ils sont pas forcément, ils se sont pas dit un matin, tiens, je vais faire un CV, qu'est-ce que je vais taper sur Google? Non. C'est ceux qui arrivent, c'est plus par des chemins. Alors soit ils tombent sur un CV de YouBuzz parce qu'ils sont recruteurs ou voilà, soit c'est un copain qui leur parle. On a beaucoup de prescriptions aussi de la part de conseillers Pôle Emploi, APEC. D'accord. C'est une bonne partie de, enfin voilà, le bouche à oreille quand on regarde l'impact que ça a sur nos inscriptions, c'est très important en fait. Okay. Donc c'est quelque chose qui se construit vraiment dans le temps. Okay. On peut pas sortir un produit et faire en sorte que beaucoup de conseillers Pôle Emploi le recommandent du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit dans la durée et c'est là où notre durée, depuis 10 ans qu'on existe, c'est un avantage là-dessus parce que ça nous donne une source de trafic assez importante. Alors justement, c'est intéressant, vous faites partie parmi les vidéos qu'on est en train de faire, vous faites partie des gens qui sont à la fois proches, mais pas beaucoup, finalement, de grosses plateformes potentiellement concurrentes. Je vais dire les noms, mais je pense à Viadeo, LinkedIn, etc. Comment vous vous positionnez d'un point de vue globalement stratégique par rapport à ça? Et puis, surtout d'un point de vue produit, est-ce que du coup, les gens qui vous font des retours par rapport à ces gens-là, ou non, ont bien compris que vous étiez proche mais pas pareil? Comment ça se passe globalement, ce vécu-là? C'est une question qu'on nous posait vachement il y a quelques années, qu'on nous pose moins maintenant, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, on fait du CV. Et à part peut-être dans la Silicon Valley, on voit pas trop d'usage où les gens postulent avec leur LinkedIn. D'accord. Voilà. Et pourquoi ils postulent pas avec on postule pas avec son LinkedIn? Déjà, alors LinkedIn propose une version web où on fait la pub d'autres profils un peu similaires aux vôtres, donc c'est pas forcément l'idéal. Après, la mise en page elle est propre, mais elle n'est pas non plus adaptée. Enfin, il y a de l'espace donné à la pub, aux autres fonctionnalités de LinkedIn. Donc finalement, c'est pas l'objet de LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est mettre en relation les professionnels. Donc chacun, voilà, pour moi, les métiers sont assez différents en fait, et les objectifs qu'on remplit sont assez différents. D'accord. Donc nous, beaucoup de nos utilisateurs sont pas sur LinkedIn, beaucoup le sont aussi, mais finalement, c'est pas vraiment un problème en fait. Donc on est effectivement dans la sphère du recrutement, voilà, de comment trouver un job, mais avec des réponses différentes en fait. Bon, très bien. Et du coup, comment tu vois, on va dire, les métiers produits évoluer dans le temps, dans le futur? Est-ce que c'est des choses qui vont, à ton avis, se spécialiser de plus en plus ou plutôt devenir de plus en plus génériques? Est-ce que ça va incorporer des nouvelles compétences, puisque finalement c'est quand même des positions assez, je vais reprendre le schéma triangulaire, mais des choses assez centrales par rapport au reste d'une équipe produit. Comment tu vois l'évolution? Oh, mais je n'en sais rien. Bon, et ben c'est une bonne réponse. Tu peux avoir les deux, en fait. C'est vrai que je pense qu'en début, enfin justement le fameux triangle du produit là, du product manager, enfin ça dit bien le truc. C'est à un moment,
Il y a besoin de quelqu'un qui fasse le lien entre tous ces différents métiers. Et en fonction de l'évolution de la boîte, en fonction de l'évolution des besoins, il y a d'autres personnes qui vont prendre ces rôles petit à petit. Donc un product manager qui évolue, généralement se fait retirer des missions au fur et à mesure. Nous, par exemple, ce qui s'est passé là récemment, c'est qu'on a la notion d'écoute client. Il y a quelqu'un qui est venu, on a embauché quelqu'un pour faire ça. Donc c'est quelque chose que moi je faisais avant, mais j'avais pas beaucoup de temps pour le faire et du coup j'y passais. On apprenait peu de choses. Du coup, nous, notre enjeu du moment, c'est d'écouter les clients. Voilà, c'est d'avoir beaucoup d'apprentissage. Donc du coup on a pris quelqu'un et moi je le fais beaucoup moins. Alors c'est des inputs, donc je travaille quand même sur le sujet, ça m'apporte et ça permet de contribuer au produit, mais c'est plus moi qui le fais. Un jour on aura besoin de quelqu'un pour aller dans l'analyse de la data beaucoup plus, donc là on va embaucher un data analyst et puis qui fera ce boulot là. Donc finalement, est-ce que le métier de product manager, mais je pense qu'il y aura toujours besoin d'un lien entre tout ça. Donc au final, finalement, quand on évolue en tant que product manager, c'est peut-être se faire déposséder de ses missions, mais c'est bien. Alors, il y a des missions qui s'extraient un petit peu du métier, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent s'ajouter finalement des choses que tu faisais pas au début et que tu fais désormais? Oui, c'est vrai. Effectivement, ça doit se produire. Très bien. Tout à fait. Au début, c'est vrai qu'on est. Enfin, j'ai pas d'exemple précis là pour illustrer ce que je dis. C'est un peu gênant, mais non. Mais c'est sûr, parce qu'en fait, on rencontre des problèmes au fur et à mesure. Donc au final, par exemple, passer un coup de fil à un utilisateur, c'est quelque chose qu'on faisait pas il y a 4-5 ans. Voilà. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on prenne leur avis quand même. Hop. Et du coup, maintenant, on a commencé à les appeler. Donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Après, comment on fait ça? On lit des bouquins, c'est quoi les biais psychologiques quand on pose des questions? Ok, faut faire gaffe à ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on a besoin d'être tout le temps en apprentissage pour rajouter des cordes à son arc ou au contraire, des fois en retirer. Ça, je trouve ça cool. Bon, c'est super. Est-ce que, deux choses, est-ce que déjà tu as un conseil potentiellement à donner à tous les gens qui sont intéressés par faire des métiers de product owner, de product manager, ou tout simplement la deuxième question, ça serait est-ce que tu conseilles des choses à lire ou à regarder ou à écouter à droite ou à gauche? Ouais, alors déjà au niveau conseil, moi ce qui me semble, c'est ce que je venais juste de dire, c'est sur l'apprentissage. D'accord. Alors c'est une porte ouverte, hein, je le sais bien, mais enfonçant-la quand même. Surtout sur ces métiers-là, parce que je sais pas si c'est surtout, mais on est tout le temps en train d'évoluer, le produit évolue, les gens ont des problématiques qui évoluent, et pour y répondre, il y a peut-être des solutions souvent différentes. Et donc, on est dans un système qui change beaucoup. Donc du coup, d'être capable de se dire, tiens, ce problème-là, je suis pas en mesure de le résoudre, ou ce problème interne à nous, je suis pas en mesure de le résoudre, donc il faut que j'apprenne, c'est une dynamique extrêmement importante. Et du coup, moi le conseil, du coup, ce serait plutôt essayer de comprendre dans ce que je fais, ce qu'on fait au quotidien, ou ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous limite aujourd'hui, en termes de compétences, par exemple, ou en termes de produits, et de faire cette analyse-là. De dire, tiens, comment je peux devenir meilleur sur ce sujet-là, ou qu'est-ce qu'un bon product manager? Il a quelles compétences? C'est une vraie question. Et d'être capable d'analyser ça et de se dire, tiens, là maintenant, le sujet que je dois travailler, que je dois apprendre, c'est ça. Et de se faire sa map. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 1 an, par exemple. Je me suis dit, tiens, c'est quoi un bon product manager? Alors, je me posais déjà ces questions-là, mais là, sauf que cette fois-ci, j'ai vraiment travaillé dessus, j'ai passé du temps. Donc, j'ai regardé une vingtaine de product managers qui étaient souvent cités comme étant les top product managers aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous donner des noms vite fait? Là, j'en ai pas, parce que je pourrais peut-être t'en donner quelques-uns, mais tu as des listes. Hein. Tu tapes product manager sur Quora. Ça marche. Et du coup, j'ai essayé de regarder quel était leur parcours à ces gens-là, quelles étaient leurs compétences, et quelles étaient les compétences que les autres leur attribuaient. Notamment dans les recommandations LinkedIn, quels sont les trucs qui ressortent, quoi. Et j'ai essayé du coup, j'ai un peu mappé toutes les compétences idéales d'un bon product manager, qui sont souvent aussi en fonction des boîtes. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui sont pré-scale, du coup, elles sont très orientées sur l'apprentissage, d'autres qui sont vachement focus sur le scale, donc eux, c'est concentré sur l'optimisation et ne pas se faire doubler par un nouvel entrant. C'est important.
Donc voilà, j'avais mappé un petit peu toutes ces choses-là et je me suis dit, bah tiens, c'est quoi moi qui me manque le plus aujourd'hui? C'est quoi qui me bloque le plus dans mon métier, dans ma pratique? Et bah, c'est ça. Boum. Et là, du coup, j'apprends ça. Donc D'accord. et là, c'est identifier les bonnes ressources. Donc c'est regarder quels sont les bouquins les plus cités, les MOOC, les vidéos un peu moins, parce qu'il y a souvent moins de... En fait, tout ce que vidéo et articles, j'ai l'impression que c'est utile pour de la prise de conscience, mais pas vraiment pour creuser des sujets en profondeur. D'accord. Creuser des sujets en profondeur, qui est apprendre, c'est confronter plusieurs points de vue un peu théoriques, donc attaquer un même sujet par plein d'angles différents. Et au bout d'un moment, on a une représentation assez fidèle de ce que c'est. Et après, la pratique. Voilà. Comment je mets ça en œuvre Faire. pour apprendre quoi faire et évoluer dans ma pratique. Enfin, faire et avoir du feedback sur ce que je fais. D'accord. Sinon, j'aime faire ça, c'est une composante importante. Donc, si je résume, prendre du recul, regarder un petit peu ce que font les autres, apprendre à apprendre, faire et puis recommencer. Et c'est ça, voilà. Okay. Et apprendre à apprendre aussi, c'est un vrai sujet, enfin, un sujet un peu méta, mais il y a des MOOC, il y a un MOOC super là, sur Coursera sur l'apprentissage qui t'explique, même au niveau neurologique, comment ça se passe. Ouais. Les différents modes de fonctionnement de ton cerveau, le mode où tu es très concentré, le mode au contraire un peu plus relâché, et comment les deux sont utiles et s'alimentent les uns les autres. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça à déconstruire pour être plus, voilà, pour apprendre bien, quoi. Bon. Et pas apprendre inutilement et dépenser son énergie inutilement, en fait. Bon, bah écoute, Jérémy, on va se quitter sur cette note super positive. Je te remercie beaucoup pour ton temps, tes conseils et puis toutes tes remarques. Je te souhaite une excellente journée. Je te remercie beaucoup et puis à bientôt. Merci, Johan. Au revoir. Ciao.